Merci beaucoup, Moulay. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être là. C'est un grand honneur pour moi. أنا وليد البلاد كبرت الجزائر. Je suis né à Usendé, à l'hôpital Parnay. Il y a 51 ans de ça, jour pour jour. Et j'ai fait lycée technique du Ruisseau, j'ai fait maths technique. À 19 ans, après le bac, je suis allé en France et j'ai fait mes études en France. Je suis pas un donneur de leçons et j'ai appris beaucoup de leçons. Quand j'ai quitté l'Algérie, c'était très dur pour moi et je suis pas rentré pendant 32 ans de façon volontaire. Je voulais faire des choses utiles et des choses qui sauvent des vies. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je vais essayer d'être généraliste, de pas trop rentrer dans les détails, mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai créé Oléa Médical il y a 18 ans. Quand j'ai créé Oléa Médical, j'avais fait quoi comme parcours? Donc, moi, j'ai fait maths informatique, j'ai fait médecine, un petit peu, 2 ans, et surtout, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde militaire. Juste avant, j'avais travaillé au CNRS, j'étais sur les accidents vasculaires cérébraux, j'ai permis d'accélérer la perfusion à l'époque. La perfusion, qu'est-ce que c'est? On vous injecte un produit de contraste et on voit comment le sang circule pour voir si ça circule bien ou mal. Voilà, ça permet de prendre des décisions. À l'époque, ça prenait 2h47 de temps de calcul. En 1998, j'ai descendu ces calculs à 1 minute, juste avec des maths et à la main, quoi, hein, sans ordinateur particulier. Ça a été beaucoup de travail, mais ça a marché. Suite à ça, j'ai travaillé donc 5 ans chez Dassault Aviation, simulateur Mirage 2000 Rafale. J'ai travaillé 5 ans dans les sous-marins nucléaires français. Je faisais du combat management system. Combat management system, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas peace and love. Pour sauver des vies, il fallait que je fasse mal mon boulot. Mon père était commandant de bord Air Algérie. Mes frères sont commandants de bord Air Algérie. Donc, je suis algérien. Je suis pas un gaolé qui vient ici. Je suis algérien. Même si ça fait 32 ans que je suis pas rentré au pays, je suis algérien. Et je me sens chez moi. Alors Oran, je connais pas. Moi, je suis d'Alger, je suis du Sendé. D'Albeda, j'ai grandi. Et mon père est de la Rouen. Mais Oran ou Alger, c'est kiff-kiff, c'est l'Algérie. Ce qui m'a manqué le plus en Algérie, ben, c'est vous. C'est vous parce que les Algériens, vous savez, en France, s'il vous manque 5 centimes, la baguette de pain, on va pas vous la donner. En Algérie, même si vous manque tout l'argent, ils vont vous la donner, la baguette de pain. Cette générosité qui est chez nous, qui est inscrite dans nos gènes, elle est comme ça. Et elle est importante. Voilà. Donc je suis très fier d'être là avec vous. J'ai créé quelques sociétés, en effet. Avicenna, c'est Ibn Sina, donc sur l'intelligence artificielle, les détections, je vais vous en parler tout à l'heure en scanner. Oléa, c'est sur l'IRM plutôt. Oléa, Alash Oléa. Oléa, ça veut dire zitoun en grec. Athéna frappa la terre aride d'Athènes, sortit l'olivier guérisseur de tous les maux. J'étais à Marseille, j'étais déraciné de mon pays, et mon pays, il y a quoi? Zitoun, hein. Donc, je voulais un symbole qui relie toute la Méditerranée. C'est pour ça que j'ai choisi Oléa comme nom. Et si vous voyez le logo d'Oléa, vous verrez que à gauche, on devine un corps, mais on ne le voit pas très bien. À droite, on voit mieux le corps. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Bon, j'ai fait un TEDx, si vous tapez mon nom sur Internet, vous le verrez, la tête dans les étoiles. Et voilà. Le Jabr de Jabr Aliya. Parce que souvent, on oublie, et en Algérie, je ne sais pas si vous le savez, enfin j'espère peut-être que je vais vous apprendre des choses ou pas, mais le Jabr, c'est El Khawarizmi, ça je suis sûr que vous le savez. Alors, El Khawarizmi, il est plutôt perse. Mais qu'est-ce qui nous ramène à l'Algérie? C'est que tout sans savoir, El Khawarizmi, à un moment donné, ça passait par le Moyen-Orient pour aller en Andalousie, et ça s'arrêtait soit à Béjaïa, soit à Tlemcen, à Oran, où il y avait des grandes madrasas. Et une de ces écoles, elle a servi à un monsieur, un Italien, que les gens connaissent un peu, Fibonacci, la suite de Fibonacci. Fibonacci, il a appris les chiffres arabes à Béjaïa, ici en Algérie. Et le zéro, ça n'existait pas en Europe. Il travaillait encore avec les chiffres romains. Et
Fibonacci, lorsqu'il a amené cette révolution qui n'a pas forcément été acceptée tout de suite, hein, parce que les gens, ils avaient peur du zéro. Diviser par zéro un compte en banque, ça leur faisait peur. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a beaucoup de zéros dans un compte en banque, ça fait peur, mais le zéro, ça a fait une révolution. Il y a eu un avant et un après. Et ça vient de Béjaïa City, Madinah Algérie. Donc la révolution européenne mathématique, elle vient d'ici. Et ça, c'est important de s'en souvenir, parce qu'il faut se rappeler d'où on vient et ce qu'on fait. Parce que vous savez, les pays modernes, ils ont tendance à nous expliquer, eux, ils connaissent tout, ils savent tout. C'est pas vrai. On a oublié nos racines, on a oublié ce qu'on leur a apporté. Et ce qu'on est capable de leur apporter encore. Donc, effectivement, l'Algérie, c'est ancien, c'est très très ancien. Donc l'Antiquité, les Grecs, les Romains, les mathématiques, Al-Khawalizmi, le XIIe siècle, la Béjaïa Fibonacci et l'Andalus, tous les savoirs passés par Tlemcen et sa remontée. Voilà. Avant, qu'on avait besoin de voir qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans votre corps, on faisait une technique chirurgicale super pointue qui s'appelle le open and chauffe. Open and chauffe, j'ouvre le patient et je chauffe qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors c'était un peu violent, hein, le open and chauffe, mais ça marchait bien. Et en 1895, ils se sont dit peut-être qu'on va arrêter le open and chauffe, et ils ont inventé les rayons X. C'était le début de l'imagerie médicale. Sauf que les rayons X, on peut vous faire cuire sans problème. Donc, les rayons X, c'est bien, mais à petite dose. Donc, il y a eu d'autres techniques. Il y a eu les scanners qui étaient moins irradiants, et les IRM, dans les années 70. Ce qui est fabuleux, c'est que ces techniques, à chaque fois, au moment où elles sortent, les gens pensent, ça y est, on a atteint le maximum, qu'est-ce qu'on va inventer encore? Eh ben, on va encore inventer. Et dans les années 2000, on se contentait plus de regarder le corps, on s'est dit, on va essayer de comprendre comment le corps fonctionne. Et on va essayer, merci beaucoup, on va essayer de voir comment le sang circule, on va essayer de voir comment le cerveau consomme du sucre, par exemple, pour savoir, avoir un certain nombre d'informations sur les maladies psychiatriques ou d'autres choses comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on vous parle d'IA, on entend parler de l'IA de partout, mais les gens, je suis pas sûr qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire. L'intelligence artificielle ou la stupidité réelle, parce que c'est pas très loin, ce n'est pas humain. Il n'y a pas d'éthique dans une intelligence artificielle. Quand vous demandez à ChatGPT de vous poser des questions, il y a des jeunes qui se sont suicidés comme ça. Parfois, ChatGPT, ça vous dit que le suicide, c'est la meilleure solution, parce qu'il n'y a pas d'éthique. Si vous mettez deux IA qui jouent aux échecs, il y a une des deux IA qui va tricher pour pouvoir gagner, et elle gagnera en trichant, parce qu'il n'y a toujours pas d'éthique. L'IA, ce n'est pas un humain. Rien ne remplacera les humains. Mais mon papa était pilote, mes frères sont pilotes. Les avions sans pilote, ça existe, vous n'avez qu'à demander aux Iraniens. Mais est-ce que vous avez envie de monter dans un avion sans pilote? Moi, perso, j'ai pas envie. Du coup, effectivement, l'IA, elle permet de faire beaucoup de choses et elle a transformé ce que vous pensez comme être une image, en vérité, c'est un modèle mathématique. Lorsque on fait une image avec vous, si je prends une photo, si cette photo, j'arrive à dire que je l'ai fait avec un appareil Siemens, Philips, GE ou Canon, et quand vous demandez à un radiologue, il va vous dire, ça c'est du Siemens, ça c'est du Philips, sans connaître. Comment c'est possible? Ou à l'âge c'est possible. Parce que ils font des traitements qui sont différents. Donc ce n'est pas une image. C'est une représentation de ce qu'il y a dans votre corps. Mais ça ne représente pas la vérité. Les gens pensent que l'imagerie médicale, c'est parfait. Ils pensent que ce que vous voyez sur l'écran, c'est la réalité. Je peux vous dire qu'à l'Institut Gustave Roussy, donc c'est le plus grand centre oncologique en France, General Electric, ils ont fait une étude. Parce que moi, j'ai créé une start-up. Ils se sont dit, la start-up, ils commencent à nous embêter. On va faire une étude clinique pour montrer que les images de General Electric
elles sont mieux. Et ils ont payé une étude très chère, 50 000 euros. Alors moi, j'étais à Zawalé, donc j'avais pas 50 000 euros, c'était pas possible pour pouvoir payer cette étude. La conclusion de l'étude, c'est qu'on était 20 fois plus précis. Je les remercie beaucoup parce que grâce à eux, j'ai vendu à l'Institut Gustave Roussy et on est devenu très connu. Effectivement, les modèles mathématiques que l'on a appliqués, des techniques bayésiennes, des techniques qui venaient du monde militaire. Le premier algorithme qu'on a développé, ça venait des bouquins des missiles balistiques américains. J'ai appliqué des techniques qui n'ont rien à voir avec l'imagerie médicale, rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tout le monde fait la même chose et que vous répétez, quelle bâche, vous suivez comme un mouton tout le monde, s'ils ont tort, on a tous tort. Mais si vous dites non, moi j'ai toujours été c'est mon côté algérien, quand on me dit quelque chose, je fais l'inverse. Du coup, je me suis dit, je vais essayer autre chose. Soit j'ai tort, et si j'ai pas tort, ça va être bien. Et ça a été le cas. Et on est devenu leader mondial en imagerie de perfusion. Pourtant, on était une petite boîte. Aujourd'hui, les technologies. On a Internet de partout, et on a surtout, grâce aux satellites, une couverture mondiale. Même dans Post-Sahara, on peut être connecté. On peut être connecté partout. Du coup, les frontières médicales, théoriquement, elles n'existent plus. Le cloud, le edge computing, etc. On est en train de développer les premiers modèles en quantique dans le médical. Parce que les ordinateurs quantiques, on en parle depuis très longtemps, mais les ordinateurs quantiques, demain, on va utiliser ça tout le temps sans le savoir. Et les ordinateurs quantiques vont permettre de modéliser, d'avoir des jumeaux numériques, de vous créer de façon virtuelle et donc de vous opérer de façon virtuelle, de pouvoir voir votre corps sans le toucher. La puissance de calcul qui est à notre disposition aujourd'hui, elle est inégalée. Votre téléphone portable, il est plus puissant que le premier ordinateur de la NASA. Voilà. Là, j'ai essayé d'être clair, mais c'est pas évident. Quels sont les 6 domaines qui transforment la radiologie? L'IA générative. L'intelligence artificielle, à la base, c'est de l'algorithmie, c'est de l'algèbre, c'est des maths, c'est des polynômes. Et donc, l'IA générative, c'est des toutes petites boîtes, sauf qu'on en met beaucoup. Et vous le savez pas, on a réussi, avec des neurones de souris, à faire piloter à des neurones de souris un avion de chasse. Et ça fonctionne. Le neurone vivant est l'ordinateur le plus puissant qui existe. Un cerveau de souris, c'est plus puissant que n'importe quel ordinateur qui existe aujourd'hui. On peut utiliser les cellules nerveuses des souris pour remplacer n'importe quel ordinateur qui existe. Vous vous rendez compte? Alors imaginez un cerveau humain. L'IA générative, c'est de l'intelligence artificielle qui va se programmer elle-même. La détection automatisée. La détection automatisée, ça va permettre de détecter automatiquement les AVC, les embolies pulmonaires, les fractures, les nodules, les cancers du sein, l'endométriose, etc., etc., etc. Il n'y a aucune limite. L'IRM sans produit de contraste. Mais pas que et dans un second temps, le scanner sans produit de contraste. Dans les hôpitaux, tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux algériens, ça coûte beaucoup trop cher, les produits de contraste. Et ça coûte des sous. Et il n'y a pas que ça. C'est que si vous êtes insuffisant rénal, il y a un petit problème. On ne peut pas vous injecter. Et si vous êtes un enfant, c'est compliqué, parce que vous avez des petits reins aussi. Du coup, les produits de contraste, si on peut les éliminer, et je vais vous montrer qu'on est en train de les éliminer, ça va faire une vraie révolution. Ça va faire économiser beaucoup d'argent aux hôpitaux et aux radiologues,
Et ça va faire beaucoup de bien aux patients. Parce que la molécule du gadolinium se cumule dans les organes. Et si ça se cumule, c'est que c'est pas bon. Le quantique, je suis un fervent croyant du quantique. Je pense que c'est déjà le présent et ça sera certainement l'avenir aussi. L'échographie augmentée, je vais vous en parler un peu plus tard, et les reportings d'intelligence artificielle. L'IRM, c'est génial, c'est ma spécialité. C'est magnifique, mais ça coûte très cher. Et nous, ce qu'on veut, c'est soigner tout le monde. On veut soigner tout le monde n'importe où. Ça veut dire que le meilleur outil, c'est l'IRM. Ok, mais c'est bête. Le meilleur outil, c'est l'outil qui permet de sauver des vies. Soit c'est un scanner, soit c'est un X-ray, soit c'est une IRM, soit c'est un ultrason. C'est l'outil qui est disponible à l'instant T. C'est ça, le bon outil. Et donc, je viens du monde militaire, et dans le monde militaire, on n'attend pas que ça soit parfait. On y va, c'est comme c'est, et on y va. Et on essaie de trouver une solution. La problématique de tous les manipulateurs radio, les technologistes, dans tous les hôpitaux. Parce qu'il y a de plus en plus de patients, il y a de moins en moins de radiologues et il y a de moins en moins de manipulateurs radio. Et c'est pas une problématique algérienne, c'est une problématique mondiale. Vous avez le patient qui est déjà passé dans la machine, vous avez le patient qui est dans la machine, et vous avez le futur patient. Aujourd'hui, on a développé un workflow qui prend en compte ça. Ça veut dire que vous allez vous trimballer avec une tablette, dans votre IRM par exemple. C'est des tablettes qui sont compatibles, et vous allez pouvoir gérer le patient qui est passé, regarder c'est quoi son résultat de façon automatique, et le gérer si c'est une urgence, gérer votre patient qui est en cours, parce qu'il est en train de bouger, vous voyez qu'il est en train de bouger, vous lui dites d'arrêter de bouger ou vous recommencez la séquence, et gérer le patient suivant, parce que vous allez pouvoir l'interroger et voir s'il y a des contre-indications à ses examens, son IRM, etc. J'ai parlé de généralité, je vais parler un petit peu plus d'Oléa. Même si Fawzi, monsieur, il a dit beaucoup de choses d'Oléa. Ores Médical, c'est grâce à eux si je suis revenu en Algérie, donc je les remercie infiniment. Et Fawzi, il a insisté, et effectivement, c'est grâce à ça, je me suis dit, bon, je vais revenir. 32 ans, c'est peut-être le moment que je rentre chez moi et que j'essaie d'apporter ce que je peux. Oléa, c'est 18 ans d'expertise, c'est 140 collaborateurs, c'est un peu plus de 30 applications. On est présent dans 1500 hôpitaux sur la planète, un peu plus. On a plus de 1000 papiers scientifiques, ce qui est beaucoup pour une boîte. On a plus de 300 études cliniques, on a plus de 25 familles de brevets. Les premiers, c'est les miens. Et on a été acquis en 2015. J'ai vendu la société à Toshiba Medical, qui est devenu Canon.